Donc, juste un petit mot, bonjour à toutes et à tous, hein. C'est vraiment très important qu'on soit ensemble en ce moment pour cette université d'été, hein. On n'avait pas prévu qu'elle ait lieu dans un moment de crise aiguë comme c'est le cas vraiment maintenant. Mais justement, nous sommes dans l'actualité. Euh, Nous sommes vraiment heureux d'avoir cette université d'été avec Hassan Jabarin et Orly Noy que Thomas va présenter et Thomas va animer cette session. Il y a beaucoup d'inscrits, hein, il y a plus de 250 inscrits. D'ores et déjà, nous sommes 120. Je pense que c'est important qu'on ait cette suite de séances pour notre université d'été, finalement, qui a été choisie d'être décentralisée et qui nous permet à tous d'y participer. Je laisse la parole à, à Thomas. Merci beaucoup Bertrand. Je tiens d'abord à dire à tous les participants, si vous souhaitez profiter de l'interprétation, vous devez en bas de votre page Zoom, cliquer sur le petit globe. Donc tout à droite, il y a questions-réponses et à droite, il y a un globe. Vous cliquez dessus et vous vous mettez sur le canal français. Si vous ne faites pas ça, vous n'entendrez pas la traduction en simultané. Attention. Voilà. Bien, donc nous avons deux participants pour ce premier webinaire de notre université de la FPS. Donc d'abord, nous accueillons Orly Noy, qui est militante politique juive israélienne d'origine iranienne, si je ne me trompe pas. Elle est membre de la direction de B'Tselem, qui est une ONG de défense des droits de l'homme en Israël, que nous connaissons bien dans l'association. Et elle est également militante au sein du parti nationaliste arabe Balad, qui est lui-même partie prenante de la liste unie, que nous connaissons bien aussi au sein de la FPS. Nous avons également Hassan Jabarin, qui est palestinien et citoyen israélien. Il nous dira un petit peu après ce que ça signifie pour lui. Fondateur et directeur de l'ONG Adala, qui est chargé de la défense des droits des Palestiniens en Israël. C'est un avocat de formation et autant dire que nous avons beaucoup de questions à leur poser. Alors, pour introduire ce débat, je tiens quand même à rappeler que le débat a été prévu avant que les événements arrivent, les derniers événements, les tensions. À la base, le débat a été prévu parce qu'on voulait revenir sur les élections israéliennes et sur le sentiment que nous avons en France qu'il y a un profond désintérêt en Israël pour la question palestinienne, au sens large, pas uniquement palestinien en Israël, au sens large. Et puis les événements sont arrivés. D'abord les manifestations dans les quartiers de Sherjara et Silouane à Jérusalem-Est, puis dans la vieille ville, puis avec la bande de Gaza, et une répression terrible qu'on connaît avec 270 victimes à Gaza, dont beaucoup d'enfants, 1500 arrestations parmi les Palestiniens d'Israël, et ce chiffre qui a été éloquent dans les médias, 75% d'Israéliens seraient contre un cessez-le-feu, celui qui a été signé avec le Hamas. Nous tenons à remercier Orly Noy et Hassan Jabarin pour leur présence parce que nous pensons qu'actuellement, ils doivent être très pris par les événements. Ça a dû être très éprouvant pour eux ces dernières semaines. Donc, merci beaucoup de ne pas avoir décommandé, d'avoir maintenu leur présence. Nous allons commencer avec Orly Noy. Nous allons lui laisser 25-30 minutes. Évidemment, elle est complètement libre de ce qu'elle veut dire. Mais si je devais lui donner un fil directeur, je pense que j'aimerais qu'elle m'explique ce que les événements actuels qu'on vient de vivre nous disent d'Israël et de son rapport aux Palestiniens, et surtout sur quels alliés les Palestiniens peuvent encore compter aujourd'hui en Israël. Mais elle est libre totalement de ce qu'elle veut nous transmettre. Merci. Thank you very much for Merci beaucoup, Thomas, de cette présentation et merci de m'accueillir ici dans cette discussion. Comme vous le savez, comme vous l'avez déjà dit, nous arrivons à la fin d'un cycle absolument dramatique de violence qui a compris des attaques mortelles, dévastatrices sur la bande de Gaza, le lancement de missiles par Israël, ainsi que des confrontations extrêmement violentes
entre les Palestiniens et les citoyens juifs au sein d'Israël même, et particulièrement dans les villes que nous appelons les villes mixtes, c'est-à-dire des villes au sein desquelles vivent des juifs comme des arabes. Donc, lorsque l'on regarde la société israélienne aujourd'hui, je pense que ce que l'on peut repérer avant tout, c'est qu'il y a un vrai trouble, une confusion au sein des Israéliens qui ont du mal à comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ils ont du mal à comprendre comment a-t-on pu se retrouver dans cette situation si dramatique, ce point le plus grave que nous ayons atteint depuis de nombreuses années. Et je pense que cette confusion est liée entre la dissonance qui existe entre le narratif israélien et la réalité. Un narratif israélien qui repose sur un grand nombre de mensonges, de manipulations et de mensonges qui ont été démontrés comme étant faux ces dernières semaines. Nous pouvons dire, pour ainsi dire, que la réalité a explosé au visage des Israéliens, du public israélien ces dernières semaines. Et donc, je voudrais parler plus précisément de 3 de ces mensonges qui sont si centraux au narratif israélien. Parce que je pense que c'est très important pour comprendre l'état d'esprit collectif israélien aujourd'hui, qui d'ailleurs sont probablement une des raisons expliquant pourquoi nous enchaînons les cycles de violence les uns après les autres. Donc, le premier mensonge qui a été démontré comme étant un mensonge ces dernières semaines est le suivant, que nous ne sommes plus à Gaza. Pour près de la majorité du public israélien, depuis 2005, nous aurions fait tout ce que nous avions à faire dans la bande de Gaza et la responsabilité de la situation à Gaza aurait intégralement été transférée aux Palestiniens et au Hamas, qui continue de se battre contre Israël sans aucune raison. Voilà le narratif vraiment qui est prévalent dans le public israélien. Nous aurions quitté la bande de Gaza. Il n'y a plus de colons, de soldats israéliens à Gaza. Et donc, pourquoi est-ce que le Hamas continuerait à nous faire la guerre? Pourquoi est-ce qu'il continuerait à nous viser, à nous tirer dessus? Et je pense que c'est un discours qui démontre bien le concept de victimisation qui est central en Israël et qui légitimise toute attaque israélienne sur Gaza. First and foremost, of course, the long-lasting siege, the blockade Et of surtout, Gaza. le siège qui a lieu, le blocus qui a eu lieu depuis ces 14 dernières années. Il s'agit là d'un vrai paradoxe rendu possible en raison de la vaste coopération des médias israéliens. C'est d'ailleurs un autre point intéressant à souligner. Gaza n'est d'aucun intérêt pour les médias traditionnels israéliens tant qu'aucun tir de roquette n'est envoyé de Gaza à Israël. Simplement,
la population israélienne s'en fiche. On ne comprend donc pas la signification destructrice qu'ont pu avoir ces 14 années de blocus total à Gaza. Quelles sont les circonstances, quelles sont les implications de ce blocus sur 2 millions de personnes à un endroit qui, déjà en 2018, a fait l'objet d'une déclaration des Nations unies, un endroit qui n'était pas décent pour que des êtres humains puissent y vivre. C'est une déclaration qui date de 2018 et qui date d'avant cette destruction massive à Gaza. Le public, on va dire la population générale en Israël, n'ont pas conscience de tout cela. Un enfant à Gaza qui a le cancer doit se retrouver, aller se faire soigner en Cisjordanie, car il n'y a pas suffisamment d'accès aux soins, de soins à Gaza. Et dans ce cas-là, la famille de l'enfant devra alors commencer une bataille juridique de longue haleine, simplement pour avoir une autorisation et permettre à l'enfant d'aller en Cisjordanie. Et là, je ne parle même pas d'entrer en Israël, mais simplement d'aller de Gaza à la Cisjordanie, d'un territoire palestinien à un autre. Eh bien, ceci relève de l'impossible. Et dans le cas où ces enfants obtiennent des autorisations, les autorisations nécessaires, alors il y a d'autres batailles juridiques pour que leurs parents, leurs proches puissent se joindre à eux. On parle là d'enfants de 10 ans, de très jeunes enfants qui ne peuvent pas faire ce parcours seuls. Et il ne s'agit là que d'une petite partie de la réalité de Gaza. Il y a une réalité dont la plupart des gens sont inconscients et c'est ce qui fait de la confrontation avec Gaza une surprise totale. Pourquoi est-ce que cela arrive? Nous n'occupons plus Gaza. Certaines personnes ne savent même pas qu'après le cessez-le-feu, Israël n'a toujours pas rouvert les routes, les points de passage vers Gaza. Il y aurait tant d'autres choses à dire sur la prise de contrôle d'Israël sur Gaza, sur les pêcheurs, par exemple l'industrie de la pêche, il y en a plein d'autres. Et ce sont des faits que l'on ignore en raison de ces mensonges, du mensonge que le gouvernement raconte, qu'il se raconte à lui-même et qu'il raconte à la population. S'agissant d'un autre mensonge qui a été démenti ces dernières semaines, il s'agit du mensonge de la coexistence au sein, près de la ligne verte. Près de cette frontière de 1947. Cette histoire de frontière, cette histoire de coexistence, on parle, est liée à des villes mixtes, on parle de Jaffa et d'autres villes, des villes palestiniennes qui revêtent une importance historique. Et après la Nakba en 1948, et les expulsions qui s'en sont suivies,
On parle de cette coexistence, cohabitation. Certains vont dire que je déjeune dans un restaurant arabe tous les jours qui fait un merveilleux houmous. Mais ce que l'on refuse de voir, c'est la nature, la vraie nature de ce que l'on appelle la coexistence. Et cette réalité implique une gentrification à grande échelle, une grave discrimination envers les quartiers arabes dans la même ville, dans les quartiers, la séparation entre les quartiers israéliens et arabes, et l'on voit sur place la différence. Ce système discriminatoire empêche les quartiers palestiniens de grandir, d'avoir simplement des autorisations légales, des permis pour construire leur maison sur un terrain qui leur appartient. C'est leur terre. Mais ils n'obtiennent pas les permis pour pouvoir construire leur maison sur ces terrains. Au cœur de la même ville qui adore parler de cette merveilleuse coexistence, il est possible de constater que les maisons des Palestiniens sont démolies et que c'est une pratique courante et que personne n'en parle. On se contente de parler de ce déjeuner au restaurant arabe pour symboliser la coexistence. On ne parle pas de cette discrimination persistante et perpétuelle à l'égard des citoyens palestiniens. Il existe aussi une nouvelle tendance qui est apparue ces dernières décennies, des semi-installations, des semi-colonies dans des quartiers qui sont dits mixtes. Il s'agit là d'un programme que l'on appelle la judaïsation. Et là, on encourage dans ce cadre à des familles juives à déménager dans ces quartiers. Il y a un mouvement aussi d'extrême droite, Yeshiva, qui prend de l'ampleur dans un quartier palestinien, près d'une mosquée. Et quelque temps plus tard, ils vont se plaindre qu'ils entendent l'appel du muezzin et que c'est trop fort. Ils vont demander des réglementations pour construire une synagogue et ils sont soutenus financièrement, ils peuvent se permettre d'obtenir davantage de subventions pour construire d'autres maisons pour des familles juives et c'est vraiment une idée de nettoyage ethnique via la gentrification, via cette organisation que je viens de décrire. Il ne s'agit pas de coexistence. Il ne s'agit même pas d'existence même. Des villes principales, importantes et historiques qui étaient palestiniennes doivent oublier la coexistence et se battre pour simplement exister, pour exister dans ces villes. Et j'aimerais aussi aborder le troisième mensonge. En raison de ce cycle de violence, il s'agit du mensonge qui concerne l'unité, l'unification de Jérusalem. La population juive en Israël adore parler et fêter l'unification de Jérusalem. On parle d'une journée spéciale de commémoration de l'annexion illégale de Jérusalem-Est.
qui a constitué la première étape de l'unité de la ville, l'unification de la ville. Et là encore, ce sont des concepts qui sont paradoxaux et avec lesquels la population vit. Des centaines de milliers de Juifs israéliens célèbrent cette soi-disant unification de la ville, alors que la ville est on ne peut plus polarisée. On organise une journée festive, on met son beau costume, on agite des drapeaux et la police jette des armes, et la police se défend, fait preuve d'une violence incroyable à l'égard des personnes autour d'eux. C'est ouvertement fasciste et fier de l'être. On marche dans les rues fiers de Jérusalem. C'était un point que je voulais soulever. J'avais une autre anecdote aussi à partager avec vous. Une semaine avant ces célébrations dont je parlais là, c'était un soir où les kahanistes, les supporters de Meir Kahana, avaient décidé de manifester, de faire montre de leur influence, de leur pouvoir au centre de la ville. Il faut garder à l'esprit que les représentants de ces personnes aujourd'hui sont des membres du Parlement israélien. Il faut aussi avoir en tête le fait que l'ancien parti de Meir Kahana, CAR, est encore aujourd'hui considéré comme une organisation terroriste illégale en Israël. Mais les disciples sont aujourd'hui des membres officiels de notre Parlement et ils veulent montrer leur pouvoir. Ils ont donc déclaré la suprématie juive et ont marché vers la porte de Damas. Les Palestiniens avaient été arrêtés, on leur avait tiré dessus vers la porte de Damas depuis le début du Ramadan. Et la police, de façon très arbitraire, avait décidé qu'ils n'avaient pas le droit de s'asseoir sur les marches à la porte de Damas. C'est un endroit très symbolique, notamment pour les nuits du Ramadan. Cette interdiction a été clairement une provocation destinée à montrer que l'on peut vous écraser, on peut vous humilier, on règne sur vous. Et lorsqu'ils ont levé l'interdiction, ils n'ont jamais expliqué pourquoi celle-ci avait été ordonnée en premier lieu. Au moment de la marche fasciste, ces conflits avaient déjà lieu depuis une semaine. Et c'est l'une des caractéristiques du fascisme en Israël et partout ailleurs. Dès que l'on peut saisir une chance de voir une braise et de souffler dessus pour faire un grand feu, alors on le fait. Comme je l'ai dit, il y avait déjà eu des affrontements entre la police et les Palestiniens à la porte de Damas. Mais ils ont décidé de marcher devant cette porte pour affirmer leur pouvoir. La police, alors, savait qu'ils s'y rendraient, ils l'avaient annoncé publiquement. Et cette nuit-là, il y avait beaucoup de policiers dans les rues. Je me suis dit, peut-être qu'ils essaient de réduire la fréquentation autour de la porte de Damas.
car si les Palestiniens effectivement se rendent à la porte de Damas, cela ne va pas bien se terminer. Et alors, je me suis rendue sur place et j'ai déjà vu que la police à cheval dispersait la foule, faisait des arrestations de manière arbitraire. C'était des images horribles. Je les ai vus arriver depuis des centaines de mètres. C'était un moment vraiment frappant. Des centaines de personnes étaient sous mes yeux. Elles étaient si violentes et si jeunes. J'en étais très surprise. J'entendais des chants de haine, mort aux Arabes à plusieurs reprises. Et ils parlaient entre eux. Ils essayaient d'identifier les Arabes qu'ils allaient taper. Ils essayaient d'identifier toutes les personnes qui avaient un quelconque lien avec des Palestiniens, que ce soit par le travail ou d'autres biais, cette nuit-là. Et lorsqu'ils sont arrivés à la porte de Damas, ils sont passés les contrôles de police et sont allés à la porte de Damas. Et de là, on pouvait déjà entendre les grenades, les tirs de grenades de la police. Finalement, ils ont été arrêtés juste avant la porte de Damas, donc il n'y a pas eu de rencontre entre les Palestiniens et les fascistes. Mais vraiment, c'était les nuits les plus terrifiantes que j'ai vécues. Ils ont pris le contrôle de la ville. Ils sont du côté, la police est de leur côté, c'est évident. Est-ce que vous pouvez vous imaginer des Palestiniens marcher et dire qu'ils vont battre des Juifs, alors ils seraient cernés par la police? C'était vraiment évident que ces fascistes avaient le soutien de la police. Lorsqu'ils ont compris qu'ils ne pourraient pas frapper et taper des Palestiniens, alors ils se sont mis à cibler les gens de gauche. J'ai donc été un peu inquiète pour ma sécurité. C'est vraiment très parlant, symbolique de l'État d'Israël. Voilà un résumé un peu des 3 mensonges que j'avais. Combien de temps me reste-t-il, s'il vous plaît? Je conclurai assez rapidement. Bien sûr, il y a une multitude d'autres mensonges que les Israéliens se racontent à eux-mêmes. Mais c'est important dans le cadre de notre débat d'aujourd'hui de remettre les choses dans leur contexte, de prendre du recul pour démentir la plus grosse manipulation qui soit, l'habilité, la capacité de diviser pour mieux régner des Israéliens. Ils font de nombreux efforts pour diviser les Palestiniens et les diviser pour mieux régner, comme je le disais. Des militants, des activistes de Gaza qui ne sont pas du tout liés à Israël, les résidents de la Cisjordanie qui dépendent de l'autorité palestinienne, les citoyens qui sont des résidents permanents en Israël mais qui ne sont pas israéliens, et les Palestiniens qui sont des citoyens. Je terminerai par une chose. Je crois que ce cycle de violence, ces derniers événements, montrent quelque chose d'évident. D'abord, ils montrent la
profondeur de ce contexte et l'absurde idée de penser que ces événements ne vont pas affecter les Palestiniens qui vivent à Gaza ou en Cisjordanie. Et enfin, il faut comprendre la logique d'organisation, les méthodes employées par le régime israélien et comprendre que ces méthodes sont similaires partout sur le territoire. Ce sont des méthodes de suprématie qui s'imposent avec le pouvoir de l'armée israélienne, du système juridique, du système législatif et d'application de la loi, des forces de l'ordre. Nous parlons d'apartheid dans mon organisation, Aïtsalam, B'Tselem, et il faut vraiment que ce concept soit ancré dans les esprits, et à ce moment-là, peut-être les choses pourraient changer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Orlinoy, pour ce témoignage. Nous reviendrons vers vous au moment des questions. Je rappelle à tous les participants que s'ils souhaitent poser des questions, il leur suffit de l'écrire dans le chat. C'est simple, nous la notons et nous les transmettrons au moment des questions à nos deux intervenants. Est-ce que les interprètes souhaitent demander à Hassan Jabarin de mettre un casque ou pas? Ou elles veulent essayer comme ça, sans qu'il ait de casque? Les filles, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je vais introduire Hassan Jabarin. Donc, Hassan Jabarin, on vous remercie de votre présence. Pareil, vous êtes totalement libre de votre propos et de ce que vous voulez nous transmettre ce soir. Mais si je devais vous donner une petite ligne directrice ou des pistes qui nous intéresseraient, c'est d'abord, est-ce que vous avez été personnellement surpris par l'ampleur de la révolte des Palestiniens en Israël? Et qu'est-ce que la situation que vit actuellement cette population avec des masses d'arrestations nous dit de la situation des Palestiniens en Israël et de leur rapport à l'État d'Israël? Merci. Thank you. Merci. Bonsoir à vous tous et beaucoup. C'est un véritable plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Et je suis vraiment ravie d'être présent avec Orly puisque nous sommes amis. Donc, je voudrais répondre à la question que vous venez de poser. Ce sera mon point de départ. Le 29 septembre 2000, Ariel Sharon était à la tête de l'opposition du gouvernement israélien et il a décidé de s'opposer aux discussions qui avaient lieu à Camp David à l'époque, négociations entre Yasser Arafat, et il a décidé d'entrer dans Haram Sharif. Cette provocation a donné ensuite lieu à de nombreuses manifestations à Jérusalem et en Cisjordanie. Les citoyens palestiniens ont alors annoncé dès le lendemain une grève générale. Mais une grève qui ne s'est pas terminée le 1er octobre. En effet, les soulèvements ont continué jusqu'au 8 octobre. Et pendant toute cette période, 13 Palestiniens ont été tués au sein dans le territoire délimité par la ligne verte. Et à l'époque, tout le monde a été choqué par le nombre de Palestiniens qui avaient été tués.
avec des centaines de personnes blessées aux mains de la police et blessées tout simplement parce qu'ils avaient manifesté de manière pacifique. Et à l'époque, beaucoup de citoyens palestiniens avaient décidé de protester, de manifester contre des questions qui touchaient à l'histoire de Jérusalem, parce que tout ce qui touche à Jérusalem ne touche pas que, ne concerne pas que les Palestiniens, mais des Palestiniens qui sont également citoyens d'Israël. Donc ces questions-là doivent, pour beaucoup, elles sont perçues par beaucoup comme, heu, étant des sujets touchant à Israël. Et donc 13 personnes ont été tuées, comme je l'ai déjà dit, et des centaines de personnes blessées en raison de leur participation à ces manifestations. Quelles en ont été les conséquences? Une commission d'enquête a été lancée pour se pencher sur les événements. Et ces événements étaient assez proches des événements en Irlande du Nord au moment du Bloody Sunday. Et donc, après des années de travail et après avoir entendu beaucoup de témoignages, cette commission a conclu. La police israélienne fait référence aux citoyens palestiniens comme des ennemis. Et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et que donc il est plus facile pour la police de placer des snipers qui tirent sur des manifestations de citoyens, de civils et d'utiliser ces violences à l'encontre des civils. Et la commission a également conclu qu'aucune des morts de ces événements n'avait été justifiée. Donc, bien sûr, on pourrait espérer que la situation soit différente aujourd'hui. Mais ce que l'on peut voir ici aussi, dans le cas de Sheikh Jarrah et Al-Aqsa, comme Orly l'a expliqué, donc dans le cas de ces événements, tout comme en octobre 2000, les Palestiniens, Israéliens dans le triangle, dans la zone de Galilée, ont décidé de manifester quotidiennement contre les événements qui sont survenus à Jérusalem. Après 21 ans, ces manifestations massives ont été organisées pour protéger la cause des habitants de Jérusalem. La réponse d'Israël a été extrêmement dure. Lorsqu'ils se sont rendus compte que des Palestiniens, citoyens d'Israël, avaient décidé de manifester et que des gens manifestaient à Nazareth, à Haïfa et dans de nombreuses localités, la réponse des Juifs était la suivante. Ils considéraient qu'il s'agissait là d'un acte de guerre totale contre tous les Israéliens. Et les médias israéliens ont même utilisé la métaphore de l'Holocauste. En tant que leader politique de la société civile, c'était très difficile. Il a été dit que dans les villes mixtes, des habitants juifs avaient été attaqués par des Palestiniens. Dans les médias, le choix d'utiliser cette image de l'Holocauste pour parler de ces événements d'aujourd'hui est très dur.
Lorsque en Europe, les Juifs étaient attaqués parce qu'ils étaient juifs. Et donc, il parle aujourd'hui d'antisémitisme et de guerre contre l'existence même d'un État juif. Netanyahou a fait une déclaration au début de ces événements. Il s'est adressé à la police en leur disant « Allez défendre nos villes, allez défendre notre existence même, allez nous défendre contre tous ces terroristes. » Dans les triangles, dans le nord, en Galilée. Et n'ayez pas peur d'agir en dehors du cadre de la loi. En octobre 2000, la commission d'enquête a certes été organisée, mais cette fois, aucune commission d'enquête ne sera lancée. Vous pouvez faire ce que vous pensez être utile ou nécessaire sans vous préoccuper de l'état de droit. Et à ce moment-là, Netanyahou a donc dit à la police en réalité de laisser le droit de côté, la loi de côté. Exactement comme l'armée israélienne décide de ne pas respecter le droit international à Gaza lorsqu'il vise des cibles civiles, en dépit de l'interdiction du droit international. Et ici, à l'intérieur de la ligne verte, la police, on demande à la police de protéger par tous les moyens nécessaires l'existence d'Israël sans prendre en compte, sans s'obliger à respecter tout droit qui limiterait leur pouvoir. Donc, pour répondre à votre question, on voit bien que les manifestations aujourd'hui, derrière la ligne verte, ne sont pas vraiment un nouvel événement, c'est en réalité une répétition des événements d'octobre 2000. Et une fois de plus, une des causes, c'est Jérusalem. Mais en réalité, c'est aussi lié au mythe israélien qui affirme qu'il n'y aurait pas de terre palestinienne. Il pense qu'il n'y a pas d'identité politique qui rassemblerait tous les Palestiniens. Ils ont peut-être les mêmes appartenances ethniques, mais leur identité politique est différente. Les Palestiniens israéliens appartiennent à la démocratie israélienne et donc peuvent peut-être manifester ou exprimer leur mécontentement dans le cadre de la démocratie israélienne, mais n'ont pas le droit d'être alliés avec l'ennemi. Et l'ennemi ici, ce sont les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Pour eux, Jérusalem-Est est une zone un peu floue. Ce sont des résidents qui peuplent Jérusalem-Est. Ce ne sont pas des citoyens, mais ce ne sont pas non plus des étrangers. Ils ont un statut à part. Et donc, pour voir des Palestiniens dans Jérusalem, à Gaza, en Cisjordanie, se battre pour la même cause est quelque chose qui va à l'encontre du mythe établi et créé par Israël. Et c'est pourquoi il était facile pour les médias et hommes et femmes politiques israéliens de parler de ces événements comme d'un cauchemar. C'est un cauchemar pour eux de voir le peuple palestinien uni pour une seule et même cause. C'est un cauchemar pour eux de voir
en Jordanie, en Jérusalem-Est, en Cisjordanie, partout, que les Palestiniens sont unis dans leur lutte contre la politique israélienne. Et c'est pourquoi le comportement de la police était un comportement barbare contre les Palestiniens. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu au moins 1800 arrestations. 35% to 40% of the persons in the first day 40% of the protest, in the 9th to the 11th to 12th of May, des personnes ont été arrêtées au début de ces événements, entre le 9 et le 11 mai, to the police station et and the court ces later personnes ont été arrêtées, when they are emmenées au commissariat, injured by the police. 35% puis au to tribunal 40%. où ils ont été blessés Haifa and aux mains de Gaza, la police. Entre 35 et 40 personnes, other places. pourcents des personnes, pardon. This was the high Haïfa et Nazareth, number of injured et persons by the ailleurs, police in peaceful protest. nous avons dénombré un très grand nombre de blessés aux mains de la police, des personnes qui manifestaient pacifiquement. Jewish extreme right-wing groups Et nous avons vu que la police aidait to des groupes enter juifs the mixed d'extrême cities droite, on les the aider name à of rentrer dans des villes mixtes au nom d'une soi-disant protection meaning nécessaire des now, Juifs sur unlike place. October 2000, C'est-à-dire que donc, when à we, la the Palestinians, la were différence de la standing situation en vis-à-vis octobre the 2000, police, now aujourd'hui, we are standing vis-à-vis the Palestiniens, police nous and with sommes assistance of Jewish confrontés à la extremist police civil groups. qui est aujourd'hui aidée They par came des and groupes de entered colons juifs d'extrême droite. the mixed cities. They Ils sont put entrés fear dans on les the villes victims. mixtes. They damage property. They Ils attack ont property. endommagé des habitations, des propriétés. Ils ont attaqué One des personnes person arabes. was killed. Une personne au moins a été Hassouna euh, family. tuée, One la famille in Hassouna. Bat Yam faced lynch. Une And à Bethléem. in Haifa, Et à Haïfa, we started to have neighborhood meetings. nous avons commencé à organiser des réunions de quartier pour protéger nos propres quartiers. Et donc, nous nous sommes retrouvés pour protéger le quartier. Mais pour la police, ces réunions étaient des manifestations illégales. Et donc, ils ont eu recours à la force pour démanteler ces groupes et pour d'ailleurs arrêter certaines personnes qui ont participé à ces réunions de quartier, les arrêter au nom parce qu'ils auraient participé à des manifestations illégales. Jewish civilians. Yes, some of our youth attack Jewish property Oui, in mixed il cities, est vrai que certains jeunes attaquent des civils, des propriétés juives, attack restaurants, des restaurants, business places, and others. des entreprises, etc. It's true that this is also was in the margin, C'est vrai également que ceci peut arriver en marge but des our manifestations, leadership immediately mais notre denounced leadership that a toujours dénoncé ces actes and de asked violence everyone immédiatement to participate et demande à tout le monde de peacefully participer to the protest. de manière pacifique à ces manifestations. The Jewish leaders, Mais les leaders juifs, Netanyahu and his government, notamment have the Netanyahu et son gouvernement, the Jewish sector politically, they justify justifient the entrance of this Jewish civilian extremist groups. les actions de ces So groupes here you have juifs two different extrémistes. kind of leadership. Et donc, nous voyons bien qu'il y a deux différents types de leadership. L'un dénonce et l'autre A peaceful
L'un dénonce et souhaite l'organisation et la tenue de manifestations pacifiques et l'autre continue d'ajouter de l'huile sur le feu alors qu'il a à sa disposition le pouvoir de la police et de l'armée. Donc vraiment, nous sommes impuissants dans cette situation. Et cela s'explique pas par le fait que l'on a la liberté d'expression. On peut vivre pendant un moment avec une restriction des libertés. Mais nous avons commencé à être préoccupés par notre sécurité, par simplement nous sentir en sécurité dans nos propres maisons. Pour la première fois depuis 1948, le représentant politique des Palestiniens a décidé de s'adresser aux Nations Unies et demander de la protection. C'est un moment historique où nous sommes tournés vers les Nations Unies. Nous avons dit, nous sommes les Palestiniens qui vivent sur la ligne verte. Nous sommes arrêtés. Pendant longtemps, nos représentants n'ont pas fait assez. Ils ont douté. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre notre lutte dans le cadre de nos droits de citoyens. Et nous ne voulons pas laisser la droite interpréter que nous ne voulons pas être sur un pied d'égalité en termes de citoyenneté. Au début, cela n'a pas été facile de prendre cette position. Nous avons été très surpris et dans le bon sens de constater que juste après cette déclaration, bon nombre de représentants internationaux ont demandé à nos dirigeants d'être plus clairs. Bien sûr, personne ne savait que cette demande d'aide internationale voudrait dire qu'une armée internationale viendrait nous protéger. Nous savons que notre dossier est l'un des plus abordés dans le monde et ça continuera d'être le cas. Notre occupation et pour rendre notre dossier, notre affaire internationale, demain, pour la toute première fois, le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève abordera le cas de la Palestine, de l'occupation. Et des droits des Palestiniens. Nous essayons de ne pas avoir trop d'espoir qu'une décision immédiate ne soit prise et qu'elle ne change immédiatement notre statut. Néanmoins, nous sommes convaincus qu'il y a là une influence, un pouvoir de rendre cette affaire, ce dossier international. Jusqu'ici, Israël a essayé de diviser cette affaire. Les réfugiés palestiniens sont hors jeu, ils ne font pas partie du droit international, ils ne tombent pas dans le droit international. Il s'agit là de l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza. Israël est hors jeu. À présent, nous
voyons que tous les Palestiniens sous le régime israélien et Gaza et la Cisjordanie sont devenus des affaires internationales. Cela ne signifie pas que nous allons renoncer à la lutte en interne avec le Parlement, avec une bataille juridique, législative, avec les manifestations. Au contraire, nous ajoutons un nouvel outil, nous donnons une nouvelle dimension à cette lutte. Et cette dimension est importante pour répondre aux arguments d'Israël, à la propagande selon lesquels Israël et la ligne verte constituent la démocratie et qu'au-delà de la ligne verte, c'est le droit humanitaire international qui s'exerce. À présent, on dit que ce n'est pas vrai. Si l'on demande la protection internationale, l'état de droit d'Israël, cela signifie que l'état de droit d'Israël ne nous protège pas. Et les moyens que nous avons en interne ne suffisent pas à nous protéger. Si l'on vit dans un régime démocratique, on n'a pas besoin de protection internationale et on n'y pense même pas. D'ailleurs, penser à la protection internationale pour les minorités nationales qui vivent sous des démocraties, dans des démocraties, se retournera contre leur propre lutte, se retournera contre eux, car nous voulons faire partie, nous voulons être intégrés dans le processus démocratique. Demander la protection internationale, c'est déclarer qu'il y a un conflit. Il y a un conflit national. Cela va au-delà de l'état de droit. Il y a un conflit national. Et ceci coïncide avec l'apparition d'un nouveau discours. Comme Orly l'a dit très justement avant, B'Tselem, l'une des plus importantes organisations des droits de l'homme, au Moyen-Orient, l'une des plus importantes structures, ainsi que Human Rights Watch et des organisations internationales des droits de l'homme, se mettent à déclarer que le régime israélien exerce un apartheid contre les Palestiniens partout, sans faire de distinction entre la ligne verte et ce qu'il y a au-delà de cette ligne verte. L'année dernière, également, les Nations unies, par le biais de leur commission sur l'application de la Convention internationale sur les droits civiques et politiques, a fait une allocution, fait des déclarations, et ce qu'il faut noter de ces déclarations, c'est qu'elles ne concernent pas le débat juridique que Gaza en tant qu'entité sous siège et que Jérusalem est une autre entité. Il y a les résidents de Jérusalem qui tombent sous le droit international humanitaire et que les citoyens palestiniens sont des citoyens d'Israël. Non. Ces déclarations ont dit que tous les Palestiniens, partout, dépendant du régime israélien, étaient soumis à une politique de ségrégation raciale. L'apartheid, c'est la ségrégation raciale. Pour comprendre l'apartheid, c'est comprendre la situation des Palestiniens, défendre cette lutte. On aura, en le faisant, déjà des premières réponses pour comprendre si le régime, oui ou non, mène un apartheid. Les personnes qui vivent sous le même régime sont-elles égales devant la loi? C'est la toute première question à se poser pour savoir s'il y a un apartheid ou non. Et cette première question a trait à la ligne verte.
à Gaza, on peut dire que ce n'est pas la loi israélienne qui s'applique, qu'elle ne dépend pas des tribunaux israéliens. Et en Cisjordanie, il y a une forme d'autonomie avec les Palestiniens qui dépendent des tribunaux palestiniens. Il y a deux systèmes juridiques, l'un qui s'applique aux colons israéliens, l'un qui s'applique aux Palestiniens. Il y a cette séparation car ceux qui sont sous occupation devraient bénéficier du droit humanitaire international et les autres sont des citoyens. Mais près de la ligne verte, il n'y a pas cette distinction. Si tous les citoyens, nous sommes tous des citoyens d'Israël, tous des citoyens d'Haïfa, juifs et arabes, alors sommes-nous égaux devant la loi? Aujourd'hui, je dirais que les intellectuels de droite israéliens, les universitaires de gauche, seraient d'accord avec mes propos. Ils diraient que la réponse est que les Palestiniens citoyens d'Israël et les Juifs citoyens d'Israël ne sont pas dans la Constitution égaux devant la loi, conformément aux droits les plus fondamentaux qui font d'un citoyen un citoyen. Par exemple, la naturalisation, l'identification familiale, la citoyenneté. Ce sont des principes basiques, fondamentaux, qui font qu'un citoyen est un citoyen. Il nous faut donc avoir un autre discours qui concerne la légitimité de ces colonies en Cisjordanie. La lutte devrait être une voix par personne. Nous avons parlé de la question de l'apartheid, mais cela ne signifie pas que la solution que nous avons trouvée sera 1, 2 ou 3 États. La seule solution que nous pouvons imaginer est que les Juifs israéliens et les Palestiniens devraient vivre en Palestine en étant égaux, dignes et protégés, en disposant de la même protection, qu'il y ait 2 ou 3 États. Et personne ne peut imaginer, ne peut penser à une solution politique qui offrirait cela. Cette description correspondrait au nouveau discours. Tout ce dont nous avons parlé sont des points les plus pertinents pour régler la question de notre temps. À Gaza, des enfants ont été tués par centaines. La situation est bien pire. Mais légalement, là, on peut parler de l'application du droit international humanitaire et de crimes de guerre. Et Haïfa, l'ampleur est différente. On peut parler de crimes contre l'humanité, car la discrimination institutionnelle qui engendre l'apartheid, notamment lorsqu'on fait usage de la force contre la population, c'est l'aspect le plus essentiel, sont importants. C'est clair que c'est le cas à Haïfa. Lorsque l'on utilise la force contre les autres, alors il n'y a pas une protection égale de toute la population. Lorsque vous avez parlé de l'apartheid, vous avez aussi implicitement parlé du droit humanitaire international. Les Palestiniens citoyens d'Israël deviennent une question
à aborder au cœur de ce sujet, de rendre le sujet des Palestiniens une affaire internationale. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Hassan, Thank you very pour cette. Merci beaucoup, Hassan, pour cette, pour ce propos qui a été très très éclairant. Alors, nous avons déjà toute une série de questions. Je propose de faire une synthèse et que Orly puisse y répondre en premier. Et elle peut également, si elle le souhaite, revenir sur ce que Hassan a dit. Et enfin, nous laisserons Hassan Jabarin répondre également à ce qu'il souhaite en termes de questions et répondre peut-être aussi à Orly Noy. Voilà, j'espère que ça vous convient comme ça. Ça me paraît être le plus simple. Alors, il y a quand même beaucoup d'interrogations, Orly Noy, autour de ce qu'on appelle un processus de fascisation en Israël, voire même un état de pré-guerre civile. Beaucoup de personnes se demandent comment est-ce qu'on pourra éviter cette guerre civile en Israël et surtout comment est-ce que vous, en tant que militant politique, et Hassan Jabarin également, comment faites-vous et est-ce que vous croyez encore possible de confronter les Israéliens aux mensonges que vous avez évoqués, à leur aveuglement? Est-ce que le travail que vous faites à B'Tselem ou à Adala, pour Orly Noy comme pour Hassan Jabarin, touche la classe moyenne israélienne, l'Israélien moyen? Par ailleurs, nous avons vu que depuis des années, lorsque nous allons en Israël et dans les territoires palestiniens, nous rencontrons des militants de la gauche israélienne qui nous présentent les villes mixtes, que ce soit Haïfa, le quartier de Jaffa ou d'autres, comme des possibles modèles de coexistence. Or, Orly Noy a bien expliqué que c'était un mensonge. Est-ce que ça veut dire que la gauche israélienne est également aveugle face à la réalité du terrain? Par ailleurs, vous avez tous les deux parlé du terme d'apartheid. Nous aussi, en France, on l'utilise. Est-ce qu'en Israël, ce terme est répandu parmi la gauche, parmi les Israéliens? Qui sont ceux qui l'utilisent? Est-ce que c'est un terme qui se répand, qui est de plus en plus utilisé, ou au contraire, qui est réservé à un petit groupe? Et enfin, il y a quand même une question centrale, c'est Hassan Jabarin comme Orly Noy, sur quels alliés en Israël les Palestiniens peuvent-ils compter? On vous remercie. Thank you. Très bien, merci. J'ai entendu de très bonnes questions, des points très intéressants qui ont été soulevés. Je ne sais pas si je réussirai à répondre à toutes. Je pourrais commencer par la question des militants de gauche qui parlent du fait que Jaffa et d'autres quartiers sont des modèles de coexistence ou en Cisjordanie. Il est probable que cela ait un lien avec l'utilisation du mot apartheid et l'aveuglement de la gauche israélienne. La gauche israélienne, c'est un peu insidieux comme formulation. Cela prête à confusion, parfois. Et je crois qu'il faudrait l'expliquer. Que veut-on dire quand on parle de la gauche israélienne? Et là, je me réfère à la gauche juive, aux juifs de gauche, dans le contexte politique actuel. Tous les partis
juifs, même ceux qui sont centre-gauche ou bien gauche, sont des sionistes. À partir de là, on peut comprendre que le mot être de gauche, l'expression être de gauche, est d'une certaine manière un problème. Le sionisme, c'est accepter le cadre de la suprématie juive. C'est la traduction politique du sionisme. Ce n'est pas une idée, une idéologie, mais un outil politique. C'est la suprématie juive. Compte tenu de ce contexte-là, la différence entre la gauche et la droite dans le spectre juif, on peut se poser la question suivante: comment maintenir cette suprématie juive tout en étant dans une démocratie? Tandis que la droite se dit: nous n'avons pas besoin de la démocratie, on peut toujours trouver un compromis sur la nature démocratique. Et à la gauche, on va dire: non, c'est important, on peut être à la fois sioniste pour l'État juif et démocratique. Et comme Hassan l'a déjà souligné, ce n'est pas possible. Alors quand je parle de la gauche en Israël, je n'inclus pas vraiment ou bien très peu la gauche sioniste, car il y a vraiment une compréhension radicalement différente de ce que la gauche devrait dire. Si l'on défend la suprématie juive d'après le sionisme, alors oui, effectivement, Yafa est un superbe modèle, est un parangon de la coexistence. Mais c'est cette même gauche qui accepte, qui tolère que les maisons des Palestiniens soient démolies. Ce n'est pas, en tout cas, ma vision. Ce n'est pas, pour moi, un modèle que l'on peut associer à un modèle idéologique de gauche. Enfin, quelques mots sur le travail de l'organisation B'Tselem et l'utilisation du mot apartheid dans le discours. Lorsque nous avons publié notre prise de position, nous avons déclaré que le régime israélien était un régime d'apartheid du fleuve à la mer. Nous avons été très surpris par la non-réaction. Nous attendions à des contestations, mais elle est venue. Elle est venue en grand nombre. Très souvent, en Israël, la population va agir via des organisations de droits de l'homme après que la communauté internationale ait porté le message ou ait montré un intérêt pour cette question, un intérêt pour le travail des organisations de droits de l'homme israéliennes. C'est la raison pour laquelle la population israélienne est très en colère lorsque ces mêmes organisations lavent, on va dire, leur linge sale à l'étranger, ce qui est faux. Nous nous tournons toujours vers ces organisations d'abord. Ce que j'essaie de dire, c'est que si la première réaction est la colère, la deuxième, qui est la réaction actuelle, est une forme d'indifférence.
Et je ne crois pas que pour l'Israélien moyen, lambda, pardon, l'apartheid ait cette connotation historique qui devrait être attachée à ce mot. Pour eux, c'est simplement un truc que l'on dit à gauche quand on est très en colère. On parle d'apartheid. Je ne crois même pas que la population israélienne comprenne ne serait-ce que les nuances de ce terme qui est appliqué au régime. Et je crois que cela va finir par être de plus en plus accepté à l'échelle internationale et que l'on va affirmer ce terme. Et lorsque l'on arrivera à ce stade, lorsque la communauté internationale parlera de plus en plus d'apartheid, alors les Israéliens, je pense, prendront conscience de la signification complète de cela. Je vais peut-être laisser Hassan dire quelques mots sur la question qui porte sur les alliés. Quels sont les alliés des Palestiniens aujourd'hui en Israël? Moi, je voudrais avoir des millions d'Orly à mes côtés, surtout. C'est ça qu'on aurait envie d'avoir. Lorsque l'on présente sa lutte comme une lutte anti-apartheid, alors c'est très difficile. C'est difficile de définir, du coup, qui sont vos alliés à l'intérieur, on va dire. Puisque je définis ma lutte comme une lutte anti-apartheid, ça veut dire que je veux changer l'idéologie, de changer entièrement la situation politique. Et pour changer cette situation, vous avez besoin de toutes les ressources possibles qui puissent vous amener des alliés au sein de la population juive israélienne. Mais malheureusement, aujourd'hui, les Orly d'Israël sont très peu nombreux. Et je dois dire que moi, ce que j'essaye de faire, c'est de convaincre la majorité de la population. C'est la seule solution qui nous permettra de vivre ensemble pacifiquement. Et c'est pourquoi je pense que la fin de l'apartheid ne sera pas atteinte, nous ne pourrons pas mettre un terme à l'apartheid sans une lutte côte à côte des Palestiniens et des Juifs. Et cette guerre, ces soulèvements nous enseignent beaucoup de choses. Le premier de ces enseignements est qu'il y a toujours des limites à la puissance militaire. La puissance militaire d'Israël ne pourra pas apporter de solution politique. On peut voir ici qu'Israël a recours à un usage excessif de la force et pourtant, à Gaza, les Palestiniens continuent de se battre. Et on voit bien que la population continue et ainsi c'est important de lutter. Et à l'intérieur de la ligne verte, on voit bien qu'en dépit des raids nocturnes, des policiers dans nos villages qui viennent arrêter certains d'entre nous la nuit, qui viennent terroriser
des familles entières, eh bien, on continue tout de même à lutter et l'on continue à dire que nous continuerons la lutte. Et en tant qu'avocats, nous ne laisserons jamais un prisonnier être sans représentation juridique. Donc, it's become like easy to bring back the Palestinian case. cela devient plus facile de partager, de défendre le cas des Palestiniens. Ici, on voit bien que ils ont réussi à remettre à l'agenda une cause légitime. Et pour de nombreux Israéliens, la question la plus importante est bien sûr, est-ce que la puissance militaire est la réponse? Et la réponse est non. En effet, en dépit de la Nakba, du fait que l'on est la plus grande occupation du monde, des démolitions des domiciles, de la gentrification urbaine, des arrestations de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, en dépit de milliers de morts. Et pourtant, les Palestiniens continuent de défendre leurs droits et qu'ils ont du pouvoir. Et donc, je pense que c'est un bon enseignement pour la lutte contre les régimes d'apartheid. Beaucoup de personnes pensent que je ne parlerai pas avec une personne sioniste. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je pense que même si vous êtes sioniste, vous pouvez changer votre approche, votre vision politique. Et je pense que la seule solution, c'est de vivre en paix ici en Palestine. Et c'est une approche, que c'est une position que peuvent aussi adopter des personnes qui étaient sionistes. Et donc, je pense que aujourd'hui, immédiatement après le cessez-le-feu, nous avons pu voir qu'il y a eu de nombreuses manifestations à Tel Aviv qui rassemblaient des Juifs et des Palestiniens. Nous avons vu dans les villes mixtes qu'il y a un nouveau mouvement qui semble voir le jour de lutte commune. Et je pense que ça peut être une source d'espoir. Espoir que notre vision puisse se réaliser un jour et qu'elle ne reste pas un rêve. Enfin, disons que c'est un rêve aujourd'hui, mais que nous pourrons réaliser un jour ce rêve. Et je pense que la lutte anti-apartheid peut réussir. Au niveau international, nous avons également pu constater aujourd'hui, on ne parle pas seulement de l'occupation, on ne parle pas que de la situation militaire à Gaza, mais l'on voit que de nombreux médias commencent à se demander qui sont les citoyens palestiniens d'Israël. Quelle est leur situation exactement? Et alors, lorsque l'on pose cette question, alors on soulève la question de l'apartheid. Et je voudrais dire que vous pouvez bien sûr vous rendre sur notre site internet pour pouvoir voir quel travail nous effectuons sur cette question et nous serons bien sûr très heureux que vous
Nous serons très reconnaissants envers toute personne qui pourrait nous soutenir financièrement. Si vous avez des dons à nous faire, vous pouvez le faire sur notre site internet. Nous vous remercions. Alors, je tiens à remercier infiniment Orlinoy et Hassan Jabarin pour leur présence, leur disponibilité. On sait qu'actuellement, c'est très compliqué la situation là-bas et qu'ils ont été très actifs. J'invite tous les participants à aller sur le site de Adala pour lire les articles qui sont mis en ligne. La FPS en traduit un certain nombre et les met sur son site également. Et je vous invite aussi à suivre le travail de Orlinoy. Nous avons aussi une équipe qui traduit très régulièrement ces articles et qui les met sur notre site internet. Donc vraiment, je vous invite à suivre tout ça. Nous les remercions infiniment pour leur présence, leur disponibilité. Malheureusement, on n'a pas pu transmettre toutes les questions. J'espère que vous ne nous en voudrez pas, à la fois les participants et Orlinoy et Hassan Jabarin. On a essayé d'aller là où il y avait le plus d'intérêt et de points d'accroche. En tout cas, je peux annoncer à tous les participants que dans 15 jours aura lieu la deuxième séance de l'Université de la FPS qui portera sur la question palestinienne dans les enjeux internationaux. Voilà. Je vous remercie donc à tous pour votre présence. Merci encore à Hassan Jabarin et Orlinoy pour vos éclairages, les éléments et les informations données. Et nous espérons qu'on pourra compter sur vous lorsque nos missions pourront retourner en Palestine-Israël pour vous rencontrer et discuter avec nos militants en présentiel et sur le terrain. Merci infiniment à vous. Thank you so much. Thank you. Merci Thank beaucoup. you. Merci. Et bon courage surtout, bon courage.